je suis Michel Soyer et j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette émission Les Mandarins de l'économie, qui est hebdomadaire sur Mandarin TV. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Laurent Brunner. Alors, Laurent Brunner, eh bien, il est directeur de l'Opéra Royal et de Château Versailles Spectacle. Donc, ce château de Versailles qui est donc notoirement un grand lieu de prestige de notre pays et qui est maintenant en train de démarrer une tournée spectaculaire en Chine. Alors, ma première question, Laurent, merci d'être avec nous, mais vous venez un petit peu des régions de l'Est, puisque vous avez été actif en Allemagne, également en Lorraine, d'où vous venez. Est-ce que par hasard, la culture, elle vient quand même aussi de nos territoires? Alors je crois que profondément, cher Michel, euh, il y a entre la France et la Chine un point commun extraordinaire, c'est qu'on a des racines et qu'on aime se glorifier de nos racines. C'est très important parce que très souvent, on a construit des choses nouvelles, hein, alors des villes nouvelles, des pays nouveaux, des frontières nouvelles. Elles sont plus difficiles à défendre, ces frontières, ce patrimoine, si on n'en a pas conscience. Donc tout ce qui est hors sol, les fraises hors sol par exemple, elles sont magnifiques, mais quelquefois on va les trouver un peu sans goût. Elles manquent de race et de racines. C'est un peu la même chose. Donc pour ce qui est de la culture, plus on aura une culture ancrée dans un patrimoine, elle aura des dizaines, des centaines d'années, elle aura aussi survécu à ces centaines d'années, c'est dire qu'elle est exceptionnelle. Et c'est ça, je crois, qui peut faire, aujourd'hui en France, l'extraordinaire qualité de Versailles, évidemment. Ce palais était magnifique à sa création, et j'allais dire, il l'est encore plus. Aujourd'hui, eh bien, quand nous proposons à nos partenaires chinois d'emmener chez eux des projets, eh bien, ces projets, ils sont d'exception, et c'est ainsi qu'ils le reçoivent. Et pour eux, ils sont aussi anciens dans le temps que ce qu'ils aiment dans leur pays. Certes, Versailles, c'est pas aussi ancien que la Cité interdite, mais ce sont des colonnes, des piliers de la fondation d'un pays et de sa culture qui feront que Versailles d'un côté, la Cité interdite de l'autre, quelque part, il y a un parallèle très fort. Le pouvoir, l'art, et puis bien sûr, au cœur, alors soit d'une cité, soit d'une grande agglomération. On va parler de Paris ou de Pékin, mais on voit bien qu'on est dans une colonne centrale qui fonde un pays, et ça c'est important. D'autant plus qu'il y a déjà eu, je crois l'année dernière, un grand échange entre les deux présidents, entre la Cité interdite, et c'était du temps de, je crois, la précédente présidente de Versailles, puisque vous avez un nouveau président là, assez récemment, et donc ce n'est pas la première fois. Mais quand on a construit Versailles, on était déjà en province, donc quelque part le roi a décidé de quitter ces locaux parisiens, peut-être pour plein de raisons de sécurité et de pouvoir, et il a remonté donc un petit château au milieu d'un marécage apparemment. Voilà, et ça a fait une œuvre que le monde entier nous regarde. Alors, moi, je voudrais savoir aussi comment devient-on Laurent Brunner, parce que vous avez ce parcours et aujourd'hui, vous êtes aux commandes quand même d'une société apparemment privée, mais qui est totalement liée au château de Versailles, et dont vous avez la responsabilité depuis déjà quelques années. J'ai cru comprendre que la vie n'était pas toujours un long fleuve tranquille, parce que vous travaillez avec des artistes qui sont en général syndiqués, voilà, qui sont revendicatifs et qui veulent défendre, d'après eux, leur art. Et vous essayez de l'exporter. Donc, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites tous les jours à Versailles. Moi j'ai un parcours d'historien de l'art et d'historien, donc je connais ce sujet. Ma spécialité c'était le XVIIIe siècle en architecture, donc c'est Versailles. Mais en vérité, je suis avant tout aux commandes d'une société, il faut la faire fonctionner. Cette société, bien sûr, son métier c'est de faire du spectacle, mais c'est plusieurs formes de spectacle. Par exemple, les grandes eaux dans les jardins de Versailles permettent à près de 3 millions de personnes chaque année, 3 millions de spectateurs, de voir Versailles et ses jardins comme Louis XIV les a voulu, c'est-à-dire avec des fontaines splendides, qui sont elles-mêmes des sculptures de bronze ou des sculptures de marbre, et le tout vivant avec de l'eau, puisque ce n'est pas figé, l'eau, elle a cette faculté d'être mobile et de faire miroiter l'ensemble des espaces dans lesquels elle vit. Et puis par ailleurs, l'Opéra Royal, que j'ai rouvert il y a une quinzaine d'années, et à qui on donne aujourd'hui une place forte dans ce pays. On y joue plus d'une centaine de représentations, des œuvres rares souvent du XVIIe et du XVIIIe siècle, de Lully, de Rameau qu'on joue peu ailleurs, mais aussi des chefs-d'œuvre, entre guillemets, intemporels et surtout français, parce que je crois que c'est important en France de jouer des chefs-d'œuvre français. On pourra parler de Carmen. Et le tout se fait en effet pour le public, fondamentalement,
Et les artistes et l'ensemble de l'équipe que je dirige, des techniciens, des logisticiens, l'accueil du public, ont un seul but, le plaisir, le divertissement, la découverte pour le public, des lieux, l'Opéra Royal de Versailles est une splendeur, et des œuvres bien sûr qu'on y joue. Et ce travail est très spécifique. Il y a assez peu, je crois, de directeurs d'opéra qui gèrent aussi un jardin d'une centaine d'hectares avec des fontaines où plus de 3 millions de personnes viennent chaque année. Donc c'est un rapport un peu particulier, mais en même temps ça va de soi. Moi j'ai toujours travaillé dans des lieux de toutes sortes, dans une cathédrale à Verdun, dans un puits de mine dans l'est de la France. Ces territoires multiples, ces vastes espaces, bon Versailles en est un. Et il a simplement, et heureusement pour nous, plus de gloire, plus de panache, plus de brio. Il était la grande commande artistique de quasiment une durée d'un siècle. C'est assez exceptionnel. Et à ce titre, la notoriété de Versailles aujourd'hui, c'est à la fois sa splendeur, mais également la possibilité, quand on le fait visiter, de donner au public l'excellence. Non seulement celle de l'architecture, mais aussi chacun des détails, et aussi l'accueil, bien sûr. L'expérience globale, elle est importante, et Versailles doit être à sa hauteur. Alors comment ça marche? Comment c'est financé? Qu'est-ce que c'est l'économie derrière les châteaux de Versailles Spectacle? Alors comme toute entreprise, elle se pose la question de ses recettes et de ses produits. Le produit, bon, c'est le spectacle ou les grandes eaux, et donc il y a un prix de vente. Ouais. Et les gens achètent des billets, donc s'ils sont 3 millions à acheter des billets, ça fait beaucoup de recettes. Et quelque part, cette recette vient pallier le déficit qu'on a toujours à l'opéra. La salle ne fait que 700 places et quand on fait une production d'opéra, ça coûte très cher. Le prix du billet ne pourrait pas correspondre, même quand il serait élevé, au coût du spectacle. Donc on fait une balance entre ces recettes importantes et ces dépenses importantes. Et puis par ailleurs, on a développé un travail sur le mécénat. Je pense que c'est très important que les Français comprennent que le mécénat, c'est pas du tout un truc de riche, ça n'a rien à voir. C'est chacun d'entre nous qui peut avoir une passion. Alors ça peut être au hasard les animaux, un problème de santé, ça peut être une question d'art. Et si je suis passionné par l'art, l'opéra, la culture, eh bien c'est là que je peux éventuellement, en mettant un peu plus d'argent que simplement mon billet, aider à ce que cela se fasse mieux, aider à ce que la qualité des projets soit encore meilleure. Et c'est à ça que ça sert le mécénat, à assouvir une passion, celle du spectateur. Et pas uniquement, ou surtout pas, j'allais dire, à faire de la défiscalisation. Ça arrive aussi, et c'est tant mieux. Ça vient en récompense de cette passion. Et les pays anglo-saxons sont beaucoup moins frileux sur cette notion de mécénat, même quand il est celui du particulier. Eh bien, en France, on doit encore apprendre à savoir donner pour la passion qui nous anime. Et pour toutes les passions, bien sûr, on a le droit de donner à d'autres causes, mais pour celui qui aime l'opéra royal ou qui aime la musique du XVIIe et du XVIIIe siècle française, on est très bien placé pour lui permettre de nous aider à lui donner encore plus de qualité de projet et des spectacles encore plus étonnants. C'est ce qu'on fait régulièrement. Alors vous partez bientôt pour la Chine. Vous savez mieux que moi que la Chine est un pays avec une tradition de spectacle multimillénaire. On en est à moins 1500 d'après les écrits, avec un espèce de théâtre chanté, parce que la spécificité pour eux, c'est le théâtre parlé, qui est un peu anormal, qui est notre théâtre à nous. Et l'intérêt de la musique aussi, c'est que parfois, il n'y a pas de langue. On peut comprendre la musique sans parler la langue locale, quoi qu'on chante l'italien ou l'allemand, mais on ne comprend pas toujours. Mais on a toujours la mélodie. Voilà. Et dans quelle mesure est-ce que ces opéras, ces œuvres baroques et traditionnelles françaises que vous défendez, vous pensez qu'elles vont être acceptées, aimées, comprises par nos amis chinois? Alors, on a déjà fait l'an dernier une tournée, enfin plusieurs projets de tournée à différents moments dans plusieurs villes de Chine. En tout, ça fait 13 villes chinoises, de Pékin en allant jusqu'à Hangzhou, Suzhou, Nanjing, Chengdu, Wuhan. Je ferai une liste comme ça, mais la liste est longue. Et on a été confronté à plusieurs lieux et à plusieurs publics. La réalité, on ne dira pas qu'il y a un public chinois et un public français, parce que quand je vais au Stade de France ou à l'Opéra Royal, j'ai pas le même public, c'est pas les mêmes gens, ils viennent pas pour les mêmes raisons. Ça sera pareil dans les villes que nous avons visitées en Chine. Et puis, la diversité des régions en Chine est beaucoup plus vaste que dans notre pays en France, où on croit qu'il y a un public français, on se trompe. Mais alors, un public chinois, on se trompe fois 10 dans la taille du pays et de la tradition, des langues, des cuisines. Alors, la réalité, c'est que ce public chinois est intéressé par deux choses que nous voulons lui apporter. La première, parce qu'il ne connaît pas. Et la deuxième, parce qu'il connaît déjà, et dans ce cas-là, il veut avancer dans cette connaissance.
ce qu'il connaît déjà et ce qu'il ne connaît pas, nous proposons les deux. Nous avons proposé des concerts avec des contre-ténors. Donc on jouait de la musique de Handel et Vivaldi, qui est beaucoup moins jouée en Chine, par exemple, que celle de Beethoven. Et tout simplement parce que les orchestres traditionnels, enfin l'orchestre symphonique traditionnel joue Beethoven, c'est la base du travail. Alors que Handel, Vivaldi et d'autres compositeurs, Rameau, non, ils ne le jouent pas. Donc là, on avait une musique qu'ils ne connaissaient pas, et on avait des types d'interprètes qu'ils ne connaissaient pas. Voir un théorbe, c'est rare, donc c'est étonnant. L'entendre encore plus. Voir un chanteur masculin chanter avec une voix de soprano, c'est très rare. Et ça n'existe pas dans la tradition chinoise, et encore moins dans la musique classique qu'on joue en Chine. Alors là, soudain, on les a interpellés par une proposition, et cette proposition leur a plu, parce que les interprètes étaient géniaux. Et ça, je crois que c'est la force de la chose. Ce n'est pas la typologie qui compte, c'est le résultat. Et puis, quand on va proposer Carmen, soudain, on est à l'inverse de ça. On est plutôt dans une œuvre que, grosso modo, tout le monde peut connaître, parce qu'elle est très, 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 très célèbre. Et les premières Carmen jouées en Chine l'ont été il y a 40 ou 50 ans. Donc ça fait très longtemps qu'on joue Carmen en Chine. Mais là, on va venir avec Carmen sur des instruments anciens, comme à l'époque de la création il y a exactement 150 ans. On fête le 150e anniversaire de Carmen. Et puis avec les costumes de la création et les décors de la création. Donc quelque part, on va représenter une tradition française très forte, mais vraiment dans son respect. On pourrait tout à fait amener une production moderne, et il y en a plein, qui délocalise l'œuvre. Soudain, elle ne serait plus en Espagne avec Carmen et des militaires, mais elle pourrait être dans un autre pays avec des ferrailleurs, tout à fait autre chose. Eh bien là, non, c'est comme ça a été écrit pour être représenté. Donc évidemment, il y a une force de lisibilité beaucoup plus grande, notamment pour un spectateur d'une autre culture à l'origine. Quand il vient chercher Carmen, il vient chercher ce que Bizet a voulu y mettre. Et lui, il ne la connaît pas bien, l'œuvre. Donc il va la découvrir au fur et à mesure. Et il connaît un ou deux airs, le Toréador, la Habanera. Il ne connaît pas tout le reste. Toute la musique extraordinaire avec les enfants, le chœur, avec les quatuors, c'est vraiment génial. Puis toute l'histoire, il va être pris. Cette histoire est terrible, elle est fantastique, elle reste. Alors on emmène cette tradition française, c'est peut-être l'opéra le plus connu, ça doit être Carmen, mais on pourrait dire aussi que Don Giovanni est très connu, par exemple, ou Traviata, et on ne se tromperait pas. Mais Carmen, c'est vraiment un peu l'hymne national des Français. Alors, il faut en profiter. Et Carmen, par une équipe française à Hong Kong, c'est vraiment très cohérent. C'est comme si nous faisions, nous, de l'opéra chinois avec les artistes de l'opéra chinois. Et ça serait cohérent. Si c'était des artistes d'un autre pays asiatique, ça serait bien aussi, mais un peu moins cohérent. Et si c'était pour le faire par des Français, on serait dans un autre rapport. Là, on est sur les trois contre-ténors qui viennent chanter Vivaldi et Handel, on va dire, dans leur jus, et c'est rare, notamment en Chine. Et puis Carmen, qui, à l'inverse de ça, j'allais dire quelque part, joue sa propre carte, mais avec le vrai jeu de l'origine. Et le jeu de cartes dans Carmen, c'est important. Alors vous avez remarqué que la Chine, depuis quelque temps, revient sur son histoire flamboyante, qui avait été un petit peu oubliée, puisqu'on parlait beaucoup d'économie, de business, etc. Et qu'aujourd'hui, dans d'autres domaines, par exemple la musique classique, on a beaucoup parlé de Lang Lang. Par exemple, la mode, on a beaucoup parlé de Guo Pei. Par exemple, le cinéma, on a beaucoup parlé de Gong Li. Voilà, Gong Li, etc. Bon, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont relativement jeunes, dont les Chinois d'ailleurs nous disent mais il y a déjà des générations encore plus jeunes qui sont derrière, pleines de talent. Il y a un tel réservoir que si on les forme, on les fait travailler, on va sortir des talents. Je voudrais rappeler qu'aux Jeux Olympiques de Paris, très récemment, la Chine a quand même gagné beaucoup de médailles à la surprise générale, parce qu'on se disait, la Chine, est-ce qu'ils sont actifs dans le sport, ça? Oui, et effectivement, il y a l'arrivée de ce grand pays dans tous ces domaines, et notamment, on se focalise aujourd'hui sur l'art, et effectivement, il y a un retour vers les costumes traditionnels, les instruments de musique traditionnels,
les chants traditionnels, alors nous on est un petit peu perdus parce qu'on ne connaît pas tout ça, mais effectivement on peut comprendre que le chinois s'intéresse à cette partie de son histoire et qu'on peut faire un lien, car comme vous savez, l'Europe avait au siècle d'avant, celui d'avant, avait quand même des comptoirs commerciaux et qu'il y avait déjà des liens et il y avait déjà des échanges et que quand on dit nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour, dans les années 20, eh bien on avait cette mythologie de la Chine de toujours, etc., avec un art de vivre, etc., qu'on avait un peu oublié en voyant toutes ces grandes villes, toutes ces grandes tours, etc. Mais on a l'impression que la Chine revient à cette qualité de vie qui a toujours été la sienne, mais là maintenant c'est le moment de le faire. Alors ma question c'est que Carmen, c'est français mais c'est aussi un peu espagnol. Bon alors est-ce que les Chinois vont comprendre et qu'est-ce qu'ils vont trouver dans ce Carmen? Alors vous me dites que ce sont des airs connus, oui, vous arrivez avec des outils qui ont fait leurs preuves et qui sont notoirement connus dans le monde entier, oui. Mais alors quand on est chinois et qu'on habite Shenzhen, Chenzhou ou Xi'an, qu'est-ce qu'on en connaît déjà? Et est-ce que vous allez faire œuvre de pédagogie? En gros, quel est votre programme en Chine? Concrètement, vous allez faire quoi avec votre troupe? Alors, la première chose, c'est de donner à entendre. Et on donne à entendre et à voir, puisque c'est de l'opéra, il y a les yeux aussi. Hein. Et je disais que ce sont les costumes d'origine. En vérité, on a retrouvé le carnet qui allait avec la production de Carmen de 1875 pour être emmené en tournée. Alors en tournée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on changeait de théâtre, on allait dans un théâtre qui n'avait pas encore joué l'œuvre. Donc il fallait tout expliquer. Et par écrit, c'est expliqué. Et là, on a le dessin de chacun des costumes. Alors on a demandé à Christian Lacroix, qui est un extraordinaire, on va dire couturier de haute couture français, de faire ces nouveaux costumes comme les anciens, mais à la manière dont lui conçoit la couture, c'est-à-dire non pas faire que des costumes pour qu'ils soient vus depuis loin, mais aussi pour qu'ils soient extraordinaires. Et c'est ce qu'il a fait. On a reconstitué les décors de manière à ce qu'ils soient comme à l'époque. Et alors non seulement pour ce qu'on voit, c'est Séville, évidemment, mais aussi la manière de le faire pour qu'on puisse bouger les décors comme on le faisait à l'époque. Et donc soudain, on a une mécanique qui n'a rien à voir avec un show TV. Et la majorité du temps, les gens maintenant imaginent que le spectacle, l'opéra, le théâtre, c'est comme à la TV. C'est-à-dire on peut changer des choses en 10 secondes. Oui, un peu plus que 10 secondes. Et surtout là, on change des vraies choses. On bouge des vrais objets. C'est plus lourd, c'est plus compliqué. Ça a du poids. On parlait de Racine, il y a une pesanteur dans l'histoire qui est très importante. Il y a des choses qui se disent, des choses qu'on voit sur Carmen, qui sont comme ça tenues depuis 150 ans. Elles font partie, elles ont construit notre vision du monde. Eh bien, on va leur proposer de s'associer à ça. Dedans, il y a la langue française. Alors, moi, j'ai toujours été étonné parce que quand j'étais jeune, moi, j'entendais tous mes copains qui chantaient en anglais les chansons des Beatles, mais ils ne comprenaient pas trop les paroles. La langue, elle a une importance. Parce que même si on ne la parle pas, on va avoir attrapé des choses et elles vont nous paraître belles ou fortes, expressives en tout cas. Avec le français, il y a ça. Et pas seulement avec le français, mais quand on l'amène dans Carmen, soudain, il y a une chose un peu cohérente, il y a une évidence. Et c'est un petit peu comme si en jouant Carmen, j'avais une boutique pour les Galeries Lafayette à l'entrée du théâtre. Les gens trouveraient ça cohérent ce jour-là, parce qu'on parle de la même chose. Et si on vendait quelque chose à manger, si je pouvais vendre du brie, du saucisson et du Bordeaux, j'aurais une cohérence. Ce sont des clichés, mais on est fait de clichés. Surtout les Français sont faits de clichés avec la Chine, ils la connaissent très mal. Vous parliez de modernité et d'ancien. Dans la vie des peuples, il y a des moments qui sont souvent politiques, avec des ruptures avec le passé, la Révolution française par exemple, qui sont des moments où il faut absolument faire du neuf. Et donc construire du neuf, dire du neuf, faire du neuf dans tout, dans l'art, dans la cuisine. Alors c'est pas seulement parce qu'on veut, c'est aussi parce qu'on a coupé avec ce qui était avant, donc il faut faire différent, et les gens sont toujours là. Il faut qu'ils changent de style ou de métier. Et c'est comme ça qu'on a fait la grande qualité des restaurants français. Ils n'avaient plus de clientèle noble pour travailler chez eux, alors ils ont ouvert des restaurants, et les autres sont venus. Eh bien, on a la même chose dans tout. Et donc, cette notion de racine, il est évident qu'aujourd'hui, la Chine, qui a un passé extrêmement ancien, avec une multiplicité de ramifications dans tous les styles, elle a connu des ruptures historiques très fortes dans le dernier siècle. Et aujourd'hui, quelque part, elle a tellement progressé vers l'avenir, ce qu'elle va continuer à faire, j'en suis certain, que maintenant, elle a le temps de se retourner et de prendre des bases, de s'appuyer sur des bases fortes pour peut-être faire un avenir qui va être encore mieux partagé avec une population que si simplement elle n'habite que des villes nouvelles
où on a oublié le passé. C'est intéressant d'oublier le passé à certains moments parce qu'il faut aller de l'avant. Et puis ensuite, on a besoin de restructurer, d'avoir le passé et de s'apercevoir, c'est ce que nous avons fait l'année dernière à la Cité interdite, que le roi de France Louis XIV avait un contact avec l'empereur de Chine et qu'ils s'échangeaient non seulement de la correspondance, mais des cadeaux, et qu'on a même des grands responsables de l'Empire de Chine qui sont coiffés à la manière de Louis XIV. Alors ça veut dire quoi? C'est que l'influence, elle n'est pas où on croit. Elle ne se fait pas comme on imaginerait. Soudain, c'était la perruque de Louis XIV qui avait passionné les Chinois. Et beaucoup d'autres choses. Mais j'ai été très surpris quand j'ai vu cette œuvre-là. Un empereur chinois coiffé à la manière de Louis XIV. Ça, c'est passionnant. Ça veut dire que les choses nous dépassent. Et de la même manière qu'on pourrait imaginer que nos costumes d'aujourd'hui, la manière dont on s'habille, eh bien, soient déconnectés de tout. Pas du tout. On est en permanence dans des influences. D'ailleurs, nous avons de plus en plus de vêtements sur nous qui sont fabriqués en Chine ou vendus par des Chinois. Et eux aussi ont adopté totalement la manière de s'habiller à l'occidental. Donc, c'est ce mélange-là qui fait demain un monde nouveau, intéressant. Et puis, on parle de culture. L'échange culturel, il continue en permanence. D'abord, les instituts Confucius se sont beaucoup développés en Europe. C'est difficile pour les Français d'apprendre le chinois pour une bonne raison. D'abord, la première, c'est qu'ils sont très mauvais dans toutes les langues étrangères. On n'est pas des théoriciens de la langue. On a besoin de la pratiquer. Eh bien, ça va être la même chose pour beaucoup de langues, que ce soit une langue ancienne ou une langue vivante. Si on ne peut pas parler avec quelqu'un, c'est plus difficile. Si on peut parler avec quelqu'un, soudain on apprend. Moins dans la théorie et que dans la pratique. La culture permet d'apprendre la culture de l'autre très facilement, par la musique évidemment, par la peinture, l'architecture. Eh bien c'est un premier pas. Et avant d'aller en Chine, je parlais 10 mots. Maintenant, je vais en parler une centaine. C'est peu. Ça ne fait pas une conversation. Ça n'est pas possible. Parce qu'elle n'est pas cousue. Mais on est moins perdu. Et surtout, on dit à l'autre, je dis moi le français au chinois, oui, on peut se parler parce que tu me vaux, je te vaux. C'est une équivalence que la culture peut montrer. Et oui, Versailles et la Cité interdite, même combat pour sauver ce patrimoine, pas parce qu'il est vieux, mais parce qu'il est notre racine. Et quelque part, il est notre racine commune. On oubliera un peu vite, les Français, que Marco Polo, on connaît Marco Polo. Il a été reçu en Chine comme littéralement l'ambassadeur de l'Occident, et on lui a donné beaucoup de responsabilités. Il a ramené en Europe beaucoup d'imagerie très forte sur la Chine. Eh bien, on n'a pas arrêté depuis de faire ces échanges, même si, pour plein de raisons, évidemment, ils sont moins faciles entre la France et la Chine qu'entre la France et l'Italie qui est à côté. Il y a moins de perméabilité. Mais elle devient de plus en plus forte. Et aujourd'hui, on voyage tellement facilement qu'on peut tout à fait imaginer qu'au lieu de m'installer en Allemagne, j'allais m'installer en Chine. Qu'est-ce qui l'empêcherait? Alors, beaucoup de jeunes le font, Voilà. d'ailleurs. Et les instituts de Confucius aident. Il y a beaucoup d'étudiants chinois qui sont à Paris, dans d'autres villes. Hein. Voilà. Et donc moi, je vais vous poser une question. Vos artistes, vos musiciens, vos comédiens, d'habitude, dans ce métier, on sent le retour de la salle quand on joue. Comment est-ce que vous pensez qu'ils vont interagir avec cette population qui a d'autres critères, une autre langue, et qui vont les regarder avec les yeux soit de l'amour, pour parler de Bizet, soit de la surprise? Est-ce qu'ils ont une certaine angoisse de jouer devant ce public ô combien différent? Alors, je pense que les artistes ont toujours l'angoisse de la salle, quelle que soit la salle. Hein. C'est-à-dire que d'un soir sur l'autre, au même endroit, c'est déjà pas toujours le même public. Il y a des soirs froids, il y a des soirs chauds. On ne sait pas pourquoi, mais ça peut être lié à beaucoup d'événements. Et puis, quand on va en effet dans un pays étranger, les habitudes sont différentes. Manière d'applaudir, ou la durée de l'applaudissement, manière d'arriver à l'heure, et donc de commencer à l'heure, ou d'arriver en retard, et donc de commencer sans se poser trop la question de savoir si la salle est pleine. Je pense qu'en Chine, on a quelquefois cette question. Ouais. Mais par contre, en Chine, ils ont été tous éblouis, et ils le sont à chaque fois, par la quantité d'enfants dans la salle. On vient facilement avec ses enfants, même quand ils sont assez jeunes, 5, 6, 10 ans, au spectacle, même si le spectacle n'est pas pour enfants. Ce n'est pas le cas de Carmen, donc. Hein, c'est un spectacle qu'un enfant peut regarder, mais il n'a pas été conçu pour lui. Ce sont des passions d'adultes, par exemple. Et puis la manière d'imaginer le spectacle a été faite pour des adultes. Eh bien, en Chine, je sais qu'il y aura beaucoup d'enfants dans la salle. Et ça compte. C'est un rapport que nous n'avons pas en France. De la même manière, en tout cas. Et faire venir ces enfants, ce n'est pas juste parce qu'on n'a pas trouvé la nourrice. C'est fondamentalement parce que c'est les faire participer à une découverte. Plus tôt ils participent, mieux ils vont participer
dans l'avenir. Et ça, c'est un ratio nouveau. Et puis aussi, cette certitude, quasiment, que presque 100% de la salle n'aura jamais vu l'œuvre. Alors c'est déjà vrai en France. La dernière fois qu'on avait joué Carmen à l'Opéra Comique, avant la reprise récente, là, c'était il y a 15 ans. Ça veut dire que pendant 15 ans, une des principales salles de Paris ne l'avait pas joué. Oh, la Bastille l'a joué. Mais Carmen, on pourrait la jouer tous les soirs. Donc, tous ceux qu'on n'a pas joué, ben, on s'est privé d'un public et il y a des générations complètes qui n'ont pas vu Carmen. Donc je dis toujours, attention, peut-être que pour un opéra rare, on sait qu'il n'y a personne qui l'a vu, mais pour les opéras connus, mais il y a plein de gens qui l'ont jamais vu. Et donc ils vont le découvrir en vrai. C'est comme aller voir la Tour Eiffel en vrai. C'est pas pareil que si on vous en a parlé, vous avez vu des photos, des films. Eh bien Carmen, soudain, c'est en vrai, avec des vrais chanteurs, la vraie musique et un vrai orchestre. Ça sonne beaucoup plus qu'à la télé, où tous les sons sont remis à niveau, pour qu'on n'ait pas tout le temps l'obligation de monter et de descendre le son. Et bien là, soudain, il y a des vrais interprètes, avec éventuellement des difficultés. Récemment, d'ailleurs sur Carmen, un de nos chanteurs qui chantait Don José et qui va être à Hong Kong, pendant son air, il a un problème de voix. Alors il s'arrête. Et tout l'orchestre s'arrête, parce que si on continue la musique sans lui, ça ne va pas marcher. Alors tout le monde s'arrête. Et sans parler, parce qu'on ne peut pas parler vraiment, on se demande ce qu'il a. Et toute la salle est là. Elle est dans l'attente. Parce qu'il se passe quelque chose. Évidemment, il se passait déjà la musique avant. Mais soudain, cet incident rend le spectacle vivant à sa vraie valeur. Tout est là, et jamais comme avant, et jamais comme après. Et puis c'était juste, on va dire, une poussière. Il a bu un peu d'eau, et il est reparti. Mais quel triomphe après, quel triomphe, parce qu'il s'est battu et il a gagné. Alors, il s'est battu contre une poussière et il a gagné l'ovation du public. Mais ça, chaque soir, c'est différent. Chaque soir, un autre artiste peut avoir un problème, oublier le texte, s'adresser à un partenaire qui a eu, on va dire, un égarement qui ne peut pas répondre. L'orchestre va jouer trop vite, pas assez vite. Bref, en boîte, c'est facile. Mais en vrai, c'est tout le vertige, en vrai, qu'on n'est jamais certain de maîtriser entièrement. Et c'est tout le travail, et c'est ça qui est génial. Alors il y avait la semaine dernière à votre place Jean-Luc Génère, grand metteur en scène, qui justement va dans votre sens en se battant pour l'incarnation des comédiens, et il se bat contre les one-man shows complètement aseptisés, qui ont l'avantage de ne pas coûter. Tandis que l'opéra, c'est quand même l'art le plus cher qui existe. C'est peut-être pour ça qu'on ne va pas forcément avec ses enfants, parce qu'un ticket d'opéra, ça coûte très très cher. Parce que monter un opéra, c'est des comédiens qui sont des chanteurs, plus donc un orchestre complet, les répétitions, etc., la salle, enfin c'est un truc absolument incroyable. Et je voulais vous demander, est-ce que la Chine participe à Paris en tant que mécène? Est-ce que vous avez des entreprises chinoises qui sont proches de vous et qui vous soutiennent un petit peu dans le développement de votre travail? Alors je ne crois pas que ce soit pour l'instant une manière de travailler pour les entreprises chinoises. Éventuellement, elles vont être intéressées pour mettre en valeur la culture chinoise en France, mais ça ne marche pas obligatoirement aussi facilement qu'on croit. C'est plus facile pour faire avec la cuisine ou avec la mode. Sur la culture, il y a quelquefois des systèmes qui ne sont pas équivalents. Les Chinois aiment bien l'opéra, entre guillemets, de musique classique à l'européenne. Les Français ne comprennent pas grand-chose à l'opéra chinois et sont moins passionnés. C'est comme ça. Et donc, ça ne fonctionne pas obligatoirement non plus dans l'autre sens. Une entreprise chinoise en France, elle va se poser des questions. Comment mettre en valeur le fait que je sois une entreprise chinoise auprès des Français? Donc, sur ce qu'ils peuvent accéder assez facilement, ça va être plus facilement la cuisine, la mode, les arts picturaux, évidemment, la calligraphie. Ça marche tout de suite. C'est moins évident pour l'instant de voir une entreprise chinoise s'investir, par exemple, auprès de l'Opéra de Versailles, pour donner cet exemple. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie, c'est parce que juste pour l'instant, ce n'est pas la bonne cible technique. Mais, Et vous pensez que votre travail va faire que vous allez peut-être rapprocher quelques grandes marques chinoises? On a des grandes entreprises ici qui pourraient devenir donc, un mécène de Versailles et de l'Opéra Royal. Alors, ils le seront peut-être parce qu'on va en tourner en Chine et que ça fait un lien. Il ne faut pas que ce soit artificiel. Je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise chinoise, mais je pense globalement les Chinois que j'ai rencontrés, et ils ne sont pas dans l'artificiel là-dessus. Il faut que ce soit une chose réaliste, il faut que ce soit une chose, on dirait avec le cœur en français. Donc c'est un peu ça, il faut que ce soit incarné. Vous parlez de ce mot tout à l'heure pour les comédiens, il faut que ce soit incarné. C'est pour ça qu'on m'a dit, tu vas suivre toute la tournée en Chine, tu vas être épuisé. J'ai dit non, je vais rencontrer les gens qui nous ont programmés et en face d'eux, ils ne veulent pas un numéro, ils veulent quelqu'un et lui dire c'était bien, c'était pas bien, ça nous a plu, ça nous a pas plu, vous revenez ou vous revenez pas. Et ça c'est important.
On le ferait en France peut-être de cette manière, mais on peut travailler sur catalogue avec les gens qu'on connaît, c'est plus facile. Avec les gens qu'on ne connaît pas, il faut être là, à charge et à décharge. Et là, soudain, c'est un contrat de confiance qui se met en place. Je crois que nos amis chinois, comme d'ailleurs les Français avec la Chine, ont besoin de construire des ponts de confiance. Des ponts de confiance qui, évidemment, en économie, sont fondamentaux. Il faut pouvoir avoir confiance dans un partenaire économique. Bien sûr. Et ça marche aussi pour la culture. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Brunner. Donc, on va tous regarder votre tournée. On espère que vous reviendrez nous voir pour nous donner les conclusions et donc l'amour que vous allez transmettre en Chine. Merci beaucoup. Merci à vous.